Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. L'industrialisation est le poumon d'une nation. Au Bénin, grâce à l'industrialisation, plusieurs secteurs se sont développés. Industrialisation, état des lieux et perspectives, c'est le thème sur lequel nous allons débattre au cours de cette émission. Et pour le faire, j'ai deux invités ici sur ce plateau. J'ai à ma droite M. Barnabé Coelho. Lui, il est écrivain spécialiste des questions éducatives et d'orientation, promoteur de l'ONG Éducafrique. Bonsoir M. Barnabé. Bonjour monsieur le journaliste. Alors à ma gauche, M. Arsène Fado, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes expert industriel. C'est bien ça. Alors, mesdames et messieurs, merci de vous installer confortablement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons quand même suivre l'avis de quelques usagers rencontrés à Calavi et à Cotonou par rapport à ce que c'est que l'industrialisation. Suivre. Je dirais que l'industrialisation, depuis les années 1979, a connu de l'essor au Bénin. Puisque je dirais qu'avant, si on va au niveau du domaine de la brasserie, plusieurs efforts ont été faits. Avant, les capsules se faisaient, on fermait les bouteilles à l'aide de capsules. Et ça se faisait à main. Mais aujourd'hui, à travers les machines, c'est plus vite. Donc, je dirais simplement que le Bénin a connu de l'essor en matière d'industrialisation. L'industrialisation, d'abord, vous savez que bien que c'est tout processus qui permet de concevoir, de fabriquer et de distribuer, pour ne pas dire de vendre, les différents biens pour satisfaire les besoins de la population d'un pays, de la région et de l'Afrique et du monde. L'industrialisation est en train de connaître son essor, est en train de connaître son bonhomme de chemin. Et il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont été installées ces dernières années dans notre pays et ça permet à notre pays de consommer en grande partie les jeunes diplômés qui sont en quête d'emploi. Pour vraiment industrialiser un pays, il faut avoir de l'énergie disponible, les routes. Et puis la question de la compétence, parce qu'il faut des cadres compétents pour gérer les industries. Déjà, il faut aussi voir l'aspect de la concurrence à l'international. Parce que dès que vous produisez, il faut vendre. C'est ça qui fait booster l'économie. Former des cadres à jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux secteurs, notamment sur les questions d'énergie. Et puis aussi d'améliorer le climat des affaires et vraiment diminuer tout ce qui est lourdeur administrative pour nous permettre quand même d'avoir facilement accès à cela. Et aussi la question de la subvention. Parce qu'il y a des PME, des entreprises qui aimeraient quand même aller un peu plus loin dans ce qu'ils font. Mais donc s'ils arrivent à avoir un certain nombre de financements et un accompagnement, je crois que à 63 ans après, nous pouvons déjà commencer par avoir de grandes industries qui émergent au pays. Et maintenant, vraiment, il faut rapprocher maintenant les industries vers les lieux de production. Parce que c'est ça aussi le travail qu'il faut faire. Alors voilà, c'était à l'instant l'avis de quelques usagers par rapport à la question. Monsieur Barnabé, je me tourne vers vous. L'industrialisation, vous êtes quand même un expert, vous êtes beaucoup plus ancré dans le domaine. L'industrialisation, c'est quoi selon vous? Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Oui. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas là en tant qu'expert ou en tant que spécialiste de l'industrialisation. Je ne suis pas là pour véritablement parler de l'éducation non plus, parce que dans votre présentation, vous avez dit Barnabé, spécialiste des questions d'éducation. Non, pas du tout. Je suis là et je représente juste M. Fagnon Kofi Samuel, oui, qui est aujourd'hui un monsieur qui fait beaucoup, je dis bien beaucoup, dans le processus d'industrialisation de plusieurs pays de l'Afrique francophone, bien sûr. Et donc, parce qu'il est empêché, je suis là pour répondre, voilà. Le représenter valablement. Représenter valablement. Quand on parle de l'industrialisation, vous avez vu, on a eu quelques définitions déjà. Oui. Mais moi, je vais essayer d'expliquer à un enfant, par exemple, qui est en classe de C2, ou quelqu'un, par exemple, qui est en 6e. Je prends, par exemple, ce qu'on appelle le désherbage. Ça, je suis dans l'agriculture. On veut cultiver. Comment je vais faire pour désherber ou bien pour enlever les herbes sur peut-être un terrain de 10 hectares ou bien de 10 000 hectares, je ne vais pas dire 10 hectares, 10 000 hectares. 10 000, oui. Ça sera beaucoup, ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de mois, peut-être beaucoup d'années.
Et donc, quand on parle de l'industrie, c'est tout processus, tout ce qu'on appelle machine, tout ce qu'on appelle méthode, qui permettent voilà, à un cultivateur ou c'est pas un ouvrier de produire rapidement, très rapidement et à un coût vraiment réduit. C'est comment remplacer, par exemple, nos mamans avaient ou nos parents avaient leur manière de cultiver, leur manière de produire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces mêmes manières de production? Et donc, celui qui parle de l'industrialisation parle seulement comment faire pour se démarquer. Quand on parle de se démarquer, les méthodes, les processus, les outils à utiliser pour produire rapidement et à moins coût. Voilà. Monsieur Arsène, lui, Monsieur Bernard a refusé le titre d'expert ou de consultant. Vous, je crois, vous n'allez pas refuser. Alors, selon vous, l'industrialisation, c'est quoi? Merci. Je tiens déjà à vous remercier pour l'invitation et aussi pour l'intérêt pour le sujet. De façon terre à terre, l'industrialisation, c'est vraiment apporter de la valeur, donner de la valeur ajoutée aux matériaux, aux produits, aux matières premières, leur donner de la valeur en les transformant, mais rapidement, selon des standards, afin d'avoir des produits de masse à moins de coût, comme j'ai dit, selon des standards, et pouvoir conquérir des marchés. Oui, les transformer rapidement, cela se fait avec quoi concrètement? Bien sûr, cette transformation exige non seulement des méthodes de travail, comme l'a dit le confrère, mais aussi de la compétence, de l'organisation et surtout les facteurs de production. Et où est-ce que vous mettez la main d'œuvre? Bien sûr, j'ai parlé de la compétence. Okay. La compétence. Il faut de la compétence. Quand on dit main d'œuvre, c'est un peu réducteur parce que ça donne l'impression de la masse, du grand nombre. Oui. Mais ici, on n'est vraiment pas dans de la masse, mais de la main d'œuvre parce que nos pays ont la masse ouvrière. Hein, oui. Donc, il n'y a plus besoin de revenir là-dessus. On parle de la compétence, le profil, les profils. Donc, comme je le disais, il faut surtout les facteurs de production, ce qu'on appelle l'environnement. Oui. Il faut que l'environnement soit favorable. Il faut parler de l'énergie, il faut parler de l'eau, il faut parler des infrastructures de transport, de télécommunications. Donc vraiment, c'est... Et l'autre partie qui est très importante, dont beaucoup de gens ne parlent pas souvent, c'est qu'on ne peut pas industrialiser un pays sans développer ce qu'on appelle les métiers supports. Les métiers supports, voilà. D'accord. Monsieur Barnabé, 63 ans après, quel regard portez-vous sur l'industrialisation au Bénin? Je pense qu'on n'est pas au début de l'industrialisation au Bénin. Ah bon? Autrement dit, notre pays n'est pas 100% novice ou au bas de l'échelle. Il y a des efforts qui déjà ont été faits. Et quand je prends par exemple notre gouvernement, surtout depuis 2016, il y a déjà, je pense, il y a déjà un cadre institutionnel, réglementaire et tout. Il y a des organismes qui ont été créés pour véritablement favoriser l'industrialisation. Parce que quand on parle d'industrialisation, il y a le facteur entrepreneur, il y a le facteur production, comme il a déjà dit. Et je prends par exemple, monsieur, c'est déjà monsieur? Monsieur Arsène. Monsieur Arsène, je suppose que par exemple, il est chinois et il vient au Bénin pour... il n'est pas chinois. En fait, c'est pour vous expliquer juste quelque chose. Il dit, moi, je veux m'installer à Glodjigbe. Et il va voir le ministère ministère de l'économie, il va voir par exemple la pièce, et ils vont forcément faire un contrat. Oui. Mais dans sa démarche, il a besoin de plusieurs garanties. Et quand on parle de garantie, c'est quoi? Sécurité. Il a parlé de l'environnement. Là, je vais parler d'espace. Est-ce que le cadre est bon? Est-ce que sur le plan fiscal, est-ce qu'il y a déjà des garanties? Et donc, notre gouvernement, depuis 2016, je pense, grâce à son excellent président Talon, a fait beaucoup dans ce sens. Et je crois bien qu'on ne va pas seulement rester dans l'intervalle 2016 à aujourd'hui. Il y a un travail qui a été fait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on peut déjà se réjouir qu'on n'est pas 100% niveau zéro. Il y a des efforts déjà faits et voilà. Monsieur Arsène, êtes-vous du même avis? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En matière d'industrialisation, il faut dire que le Bénin est en train de faire son chemin. Et depuis 2016, c'est un nouveau cap. C'est un nouveau cap qui a été donné. Mais moi, quand je veux résumer, il faut dire que dans les années, après post-indépendance, il faut dire que les pays africains ont voulu s'industrialiser
comme j'aime bien le dire, par le bas, comme l'ont fait les Chinois un peu. Ils voulaient le faire par le bas, c'est-à-dire former la classe ouvrière, avoir beaucoup d'ouvriers, et puis quand les usines viennent, les ouvriers entrent à des niveaux très bas et gravissent les échelons. Mais ce modèle, très tôt, a montré un peu de limites parce que avant que celui qui est rentré à l'échelle très bas, avant qu'il parvienne à une fonction, à un poste de responsabilité ou de décision importante, parfois il est déjà proche de la retraite ou il est à la retraite, voilà. Et donc, beaucoup d'usines ont fermé. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans le secteur textile. Nous avons perdu toutes les usines, etc. Tout à fait, oui. Voilà. Mais depuis 2016, un nouveau cap a été donné. Et aujourd'hui, on voit bien que le modèle qui est en train d'être implémenté, c'est vraiment un modèle de partenariat avec des industries existantes dans le monde qui viennent et s'allient aux compétences locales. Mais déjà, est-ce que ces changements peuvent quand même nous amener à dire à classer le Bénin parmi les pays industrialisés? Non, pas encore. Vous savez, l'industrialisation... Parce que c'est quand même depuis 2016, aujourd'hui nous sommes en 2023. Une des finalités importantes de l'industrialisation pour un pays, c'est l'exportation. Parce que l'industrialisation permet tout de suite vraiment de régler le problème de la balance commerciale. Mais aujourd'hui, le Bénin exporte. Nous avons exporté. Bien sûr. Nous commençons. C'est pour cela que j'aime bien ce qu'il a dit. Nous sommes plus nuls. Nous avons vraiment amorcé un nouveau tournant. Nous sommes dans le processus. Nous avons amorcé un nouveau tournant. Mais cela demande qu'on maintienne le cap, mais qu'on y intègre d'autres éléments. Notamment, j'entends parler de la formation technique et professionnelle. On va y revenir. Voilà. Il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui qui doivent être pris en compte pour que ce qu'on a amorcé soit soutenable, soit durable, soit soutenable. D'accord. Monsieur Barnabé, alors dites-nous, quels sont les différents problèmes liés à l'industrialisation au Bénin? Je vais essayer de demander, ou vous allez essayer de demander aux régies, s'ils peuvent nous montrer, quand on parle de l'industrialisation, moi je vous dis, j'ai compris, ça ne fait même pas encore 3 mois. Or j'ai dépassé 30 ans, vous voyez. Et quand vous prenez Barnabé, vous prenez par exemple nos aînés ingénieurs, par exemple formés à l'EPAC, professeurs et autres, ce n'est pas encore ça. Parce que le chemin en fait est très long parce que tout à l'heure on a parlé déjà de en fait le cadre, comment ça fonctionne, mais ce n'est pas encore ça. Parce que vous prenez par exemple notre jeunesse. Quand vous prenez par exemple notre jeunesse, aujourd'hui sur 10 jeunes sortis des universités, il y a 8 qui directement vont au chômage. Pourquoi? Or, tous les jours que Dieu fait, nous essayons de parler de l'industrialisation. Nous payons des choses. Nous aussi, c'est-à-dire nous vendons des choses. Oui, mais justement, cela est dû à quoi? C'est ça que je vais vous expliquer. Oui. Je ne sais pas si déjà nos amis de l'autre côté préparent déjà l'élément. Oui. Et donc, je suis en train de dire, quand vous prenez par exemple, je prends la Banque mondiale. Oui. La Banque mondiale décide d'octroyer par exemple 10 millions d'euros à l'État béninois. Oui. Volet industrialisation. Oui. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Oui. L'État va prendre les 10 milliards pour aller payer les machines. Vous voyez? Ce qui est tout à fait normal. Non, dans l'industrie, ce n'est pas normal. Comment ça? Ce n'est pas normal. En fait, le pays dans lequel on paye ces machines, c'est ce pays qui gagne en réalité. Quand vous voyez par exemple les routes que nous construisons, la majorité, 100% peut-être, si je ne me trompe pas. On ne peut pas parler d'industrialisation sans les machines. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Ces machines en réalité devraient être fabriquées au Bénin. C'est ça, vraie industrialisation. Mais est-ce que selon vous, nous disposons véritablement des moyens quand vous allez sur le terrain, vous allez voir que les chefs, ceux qui souvent sont les chefs sur ces chantiers, c'est des Blancs. C'est là que je rejoins notre confrère qui dit problème de formation. Autrement dit, vous allez voir tout à l'heure quand on parle de quoi on a besoin en réalité. Et peut-être avant ça, je résume peut-être en 4 niveaux. Quand on parle d'industrialisation, il y a 4 choses. Très rapidement. La forge, fonderie, maintenance et machinisme. Chez nous, au Bénin, Afrique francophone, c'est les 2 derniers niveaux. On parle des 2 derniers niveaux. Au Bénin ou en Afrique? Au Bénin, en Afrique francophone, les 2 derniers niveaux. C'est-à-dire quoi? Les ingénieurs qui sont formés ne maîtrisent rien de la forge, ne maîtrisent rien de ce qu'on appelle la forgerie. Vous voyez? Ça voudra dire quoi? Quand on parle de maintenance, ils sont bons. Savoir réparer les machines, ils sont bons. Et je vais vous donner rapidement un exemple. Ça, je l'ai eu récemment, il y a de cela à peine 3 mois.
CHD de Goro, service de pédiatrie, les Blancs ont octroyé un groupe électrogène de plusieurs millions de francs CFA. Ils ont fait 1 mois, 2 mois, ils ont donné la main. Volet maintenance à nos mécaniciens. Je vous dis, les Blancs sont partis 1 mois, les mécaniciens ont gâté l'appareil. Un appareil de plusieurs millions. L'appareil toujours là, ça ne fonctionne plus. Okay, on va montrer l'élément rapidement. Si la régie le permet, on va rapidement suivre cet élément et puis on revient ici.
Alors, c'était là, à l'instant, une illustration de ce que c'est que l'industrialisation. Monsieur Barnabé. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Vous voyez, est-ce que vous avez vu tout à l'heure un enfant vers la fin? Oui. L'enfant là n'a pas bac. L'enfant n'a pas licence, n'a pas doctorat. Oui. Mais il sait comment on fabrique, par exemple, voilà, réservoir. Un instant, je vais donner la parole à monsieur Arsène. Okay. Comment est-ce que vous trouvez la vidéo? Oui, c'est une illustration d'un volet très important de l'industrialisation d'un pays. En réalité, ce qui est mis en exergue là, c'est que lorsque on veut développer l'industrialisation, on veut aller à l'industrialisation d'un pays, il faut commencer par les choses simples. Il faut commencer par fabriquer des choses simples. Des choses banales. Banales, c'est ça, mais en série. Parce que là, il s'agit de réservoir. Oui, il faut fabriquer des choses banales parce que lorsque vous prenez un engin, il suffit de s'arrêter à un feu, à un carrefour à Cotonou, et voir le nombre de motos. Mais sur ces motos, il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas des pièces compliquées, qui ne sont même pas, parce que sur une machine, il y a ce qu'on appelle les pièces fonctionnelles, il y a ce qu'on appelle les pièces d'usure, mais il y a ce qu'on appelle la virole. Ça dit que c'est des parties qui sont là pour enjoliver, mais qui sont simplement soit métalliques, plastiques, etc. Et qui coûtent cher. Il faut commencer par les fabriquer. On ne va pas commencer par vouloir fabriquer des pièces et aller sur des pièces électroniques, sur des pièces électriques. C'est vraiment c'est l'enseignement que ça nous donne. Okay. Parce que l'industrialisation est très vaste et se focaliser uniquement sur la production de biens est une partie qui n'a qu'une finalité commerciale. C'est ça. Alors, M. Barnabé, en 1 minute, je vous donne 1 minute pour résumer. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Quand vous prenez cette vidéo, il y a beaucoup de messages. Beaucoup de messages. On ne peut pas parler de l'industrialisation sans véritablement commencer par la vraie production. Quand je parle de la vraie production, je ne parle pas de ce que j'ai porté comme habit. Quelle est la machine qui a permis de fabriquer l'habit là? Si nous n'avons pas la maîtrise de cette technologie, on est très loin de la réalité. Et c'est cette maîtrise de technologie que les grandes nations, ils ont très bien compris. Ou ces nations ont très vite compris. Pendant que nous avons pris notre temps à aller chercher les doctorats, eux, ils ont pris leur temps à aller apprendre véritablement ce qui est nécessaire. Vous voyez par exemple ce téléphone, ça fait partie du processus d'industrialisation. Est-ce qu'on fabrique ça au Bénin? Il faut voir dans les rues, dans chaque maison aujourd'hui, il y a des Android, il y a des technos, il y a des iPhones. Vous voyez, vous allez par exemple à Glodjigbe, c'est ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple très simple qui n'a peut-être pas rapport à ce qu'on est en train de dire. Vous prenez par exemple un projet titulaire à l'EPAC. Son véhicule tombe en panne en circulation. Son véhicule, je vous dis, lui-même, il enseigne peut-être la mécanique à l'université. Mais il ne peut pas résoudre ce problème de peut-être, je ne sais pas quelle panne il a eu. En 2020 ou 2021, il y a un inspecteur, je pense qu'il est à la retraite, il m'a dit, ils ont une table ronde à Boycon, rien que des inspecteurs en physique-chimie. Et une des baffes qu'ils utilisent pour communiquer entre eux le jour là, il y a eu un problème d'interférence. Dans la salle, c'est-à-dire il y a eu des inspecteurs en physique dans la salle, mais ils n'ont pas trouvé de solution à ça. Ils sont partis au dehors dans la rue chercher un bricoleur de la rue. Vous voyez de quoi il est question? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Il est urgent à ce que nous puissions véritablement parler de l'industrialisation. Et je pense que je vais dire, son excellent président Talon peut véritablement le faire. Et c'est ce travail ou bien cette lutte que M. Samuel est en train de faire depuis des années. Je vous dis depuis des années. Et c'est grâce à lui, M. Fagnon, bien sûr, que je représente bien sûr, c'est grâce à lui que vous avez eu cette vidéo. Quelqu'un, il n'est pas en fait un théoricien ou bien non, il a fait tout son parcours peut-être académique en Inde, il a fait des tours en Chine et il a vu comment les choses fonctionnent. Il a vu comment ça se passe. Merci beaucoup. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, M. Arsène, en 2 ou 3 phrases, comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème? Oui. Qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Oui, vous savez, comme je le disais, c'est un volet éminemment important. Mais la difficulté des gouvernants aussi, quelque part, c'est que lorsque vous prenez une industrie dans sa globalité, il y a le management, il y a le top management, qui sont des gens
qui ont un parcours, une formation qui sont importantes dans l'industrie. Qui sont importants. Vous avez ceux qui ont créé l'industrie, ceux qui ont apporté les financements, c'est-à-dire les actionnaires. Mais l'organisation aujourd'hui des entreprises telles qu'ils fonctionnent fait que les métiers qui font, enfin ceux qui font ces métiers-là, même dans une industrie aujourd'hui, sont les moins payés, sont les mal payés. Donc du coup, ça n'encourage pas le développement de ça. Oui. Bon, moi, je dirais qu'une des faiblesses que moi j'ai vraiment notées, c'est dans la formation technique elle-même aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut démultiplier les lycées techniques. Le problème, c'est que si les enseignants de ces lycées techniques n'ont pas cette culture dont parle le collègue, ils n'ont pas cette culture, qu'est-ce qu'ils vont inculquer à ces milliers de nouveaux élèves dans les nouveaux lycées et qui vont se retrouver encore dans la rue avec les mêmes parcours, avec les mêmes formations. Donc, selon vous, il faut forcément former. Il faut former et il faut former ceux. Il faut changer la mentalité parce que c'est une question de mentalité, c'est la culture. Qui est-ce qui doit changer cette mentalité? Bon, c'est l'affaire de tous. Je pense que c'est l'affaire de tous. Il a parlé des sociologues, c'est très important aujourd'hui. On doit les inclure dans. Mais moi, je vais rajouter une chose qu'il faut bien noter, c'est que en toute chose, il y a toujours des gens pour apprendre à d'autres. Ceux qui doivent apprendre, s'ils n'ont pas intégré la nouvelle donne, oui, ne peuvent pas la transmettre. Okay. C'est très important. Okay. C'est très important. Okay. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi donner, c'est-à-dire qu'il faut il faut donner c'est-à-dire il faut rendre très, très pratique les enseignements qui se font. Très pratique. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, aujourd'hui que nous ayons un lycée technique, par exemple, qui fait de la mécanique générale, et qui ne puisse pas faire ce qu'on est en train, qui ne le fait pas à une échelle peut-être moins. Peut-être que c'est un il faut dire qu'il n'a même pas de laboratoire. Peut-être que c'est un cours, ça va venir. Vous convenez avec moi que ça, par exemple, peut-être que ça va venir. Oui, mais c'est un modèle qu'il faut rapidement développer. Je vais vous dire une chose. Ça fait 16 ans que j'enseigne à Gaza Formation, en chimie industrielle. Oui. Quand j'ai commencé à enseigner à Gaza Formation, Gaza Formation, pendant qu'il formait ses techniciens, avait des pâtisseries, c'est de ça qu'il s'agit. Même s'ils font mal le pain ou je ne sais pas moi, ils vont apprendre. Mais on va parler peut-être de machines de transformation à un étudiant pendant 4 ans et 3 ans pour qu'il ait une licence. Mais il faut la pratique. Il ne le fait pas. Ou il le fait une fois dans quelque chose qu'on appelle TP ou éventuellement TD, j'en sais rien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est comme l'adage qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'aime bien le pan qu'il a pris. Mais moi, je veux dire, il ne faut pas occulter les aspects organisationnels de management d'une usine parce que une des faiblesses aujourd'hui, c'est que moi, j'ai enseigné 2 ans à l'EPAC, des ingénieurs, mais qui préparent des diplômes d'ingénieurs mécaniques, d'ingénieurs énergétiques, mais qui croient qu'ils ne peuvent que travailler à l'ASBE. Ah bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur souhait. Non, c'est ce qu'ils croient. Tout simplement pourquoi? Parce que celui qui leur a enseigné, ceux qui les enseignent, c'est ce qu'ils leur disent. Leur transmis. La maîtrise opérationnelle est très importante. L'organisation d'une industrie. Je vais revenir à vous, monsieur Barnabé. Pour répondre à la même question, je vais peut-être parler en 3 volets. Volet numéro 1. Nous devons aujourd'hui, à partir de notre système éducatif, à partir de l'école, parler de ce qu'on appelle valeur. Quand on parle de valeur, c'est quoi? En tant que... je ne vais même pas encore rentrer dans l'industrialisation. Dans le service général, service public. Quand je suis embauché au titre de l'État, je dois prendre les biens de l'État comme mon bien. Je dois être sérieux envers les biens de l'État. C'est ça aussi le problème en fait que nous avons.
nous ne prenons pas au sérieux les biens de l'État. Et c'est ça le vrai problème en réalité. En dehors de ça, il y a l'honnêteté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, si je vais illustrer, on va faire beaucoup de minutes ici, des gens volent des machines dans les administrations, dans les industries, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme, je pense, j'ai vu une vidéo sur Facebook il y a 3 jours, dans un pays, en fait, le monsieur dit dans un pays, lorsque vous allez dans le pays en question, il n'y a pas, des policiers dans les feux tricolores. Parce que les feux tricolores déjà sont installés pour, en fait, guider, régulariser la circulation. Ouais. Mais parce que chez nous, c'est que les gens ne sont pas véritablement, c'est pas éduqués, c'est pas civil, je ne sais pas. On a besoin encore des gens qui vont nous dire, ah, il faut ralentir, ah, il y a feu, ainsi de suite. Ça voudrait dire quoi? Le Béninois, il reste assez beaucoup à faire. Et je fais un clin d'œil, je vais dire, à l'ancien candidat, je vais dire ministre Koubaki, qui a dit nouvelle conscience. Nous avons besoin d'une nouvelle conscience qui dit quoi? Le Bénin, c'est moi. Ce n'est pas président Talon, ce n'est pas ministre Wada. Non, c'est vous et moi. Avec tout ça, le Bénin peut être remis sur la pente. Quand je laisse voler, quand on parle de l'industrialisation, il faut parler maintenant de formation. Et c'est là que je rejoins totalement aujourd'hui. Je vous donne même la version. L'avis de M. Samuel qui dit quoi? Nous devons former des ingénieurs, mécaniciens, polytechniciens. Ça voudrait dire quoi? Quand on veut faire route là, on ne peut pas faire route sans mécanicien. Quand on rentre dans le domaine minéraire, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire sans mécanicien. Quand vous prenez par exemple l'aéroport, on ne peut rien dire. Ça voudrait dire quoi? À tous les niveaux de développement, on doit forcément avoir un mécanicien. Parce que le mécanicien joue un rôle fondamental dans la production. Et c'est comme déjà il a illustré. Comment on va jusqu'à le niveau universitaire? Des gens qui sont déjà peut-être à la fin de leur étude de thèse. Mais ceux-là vont rester dans un cercle fermé. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et il faudra que chacun de nous individuellement, on puisse prendre la décision du changement. C'est de ça les questions. Par exemple, notre grand frère, il a forcément des connaissances, des informations dans sa tête. Ce n'est pas forcément l'université qui doit déverser ces informations. Peut-être autour de lui, il y a peut-être un enfant très brillant, c'est-à-dire un génie, peut-être en mécanique ou bien, je ne sais pas, qui est à côté de lui à la maison. Vous voyez? Et donc, il va falloir que nous partons de l'observation. Et c'est là le vrai problème, c'est notre système éducatif, qui est quoi? Le questionnement. On ne nous a pas appris à questionner. On nous a appris à recopier, à bûcher et à déverser et avoir les parchemins, les diplômes. Ça ne peut pas aller. Quand on parle de l'industrie, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de fabriquer, par exemple, les chars, c'est-à-dire les outils utilisés par nos armées, on peut les fabriquer aussi. Ah bon? Il s'agit de connaissances, il s'agit de compétences. Et là, vous allez peut-être entendre transfert de technologie. On ne transfère pas la technologie. Ce n'est pas l'espionnage industriel. Mais est-ce qu'on est prêt à aller à ce niveau? C'est ça le problème, en fait. Nous avons pris le temps à aller vraiment au bavardage. Et je pense 2019 ou 20, son excellent président Talon disait, pendant sa tournée de réédition de comptes dans les communes, je pense à Plafoué, ça me fait souvent rire, il dit, l'école à tous les niveaux nous a formés au bavardage. C'est ce bavardage qui a conduit chaque année des milliers de jeunes au chômage. Résultat, la jeunesse qui doit être acteur du développement, cette jeunesse est devenue un problème pour le développement. Or, cette jeunesse, je vous dis aujourd'hui, on peut trouver emploi même, c'est-à-dire à 100% des jeunes formés. Si véritablement on a les industries, si véritablement on a les éléments nécessaires. Les moyens. Les moyens existent, je vous en prie, les moyens existent. Il s'agit de questions c'est-à-dire de décisions politiques. Mais donnez-nous le décision politique. Les moyens sont où? Les moyens sont où? Un jour, je suppose dans les années 2015, peut-être année 2000, si on vous disait qu'on peut installer Glodjigbe, vous allez croire? Glodjigbe, actuellement, c'est des milliards peut-être d'euros, bien de dollars. Mais c'est fait. Et il y a d'autres projets encore fantastiques dans le pays. Récemment, moi, j'ai lu un projet sur la page du ministère du numérique de la digitalisation. Un projet de plusieurs milliards de dollars. Un projet fantastique dans l'IA. Je vous jure, si jamais ce projet est appliqué, beaucoup de jeunes comme moi iront au chômage. Ils n'ont pas l'information. C'est de ça les questions. Alors, monsieur nous Arsène, avons les moyens, c'est une question de décision politique. Merci beaucoup. Et nous avons espoir que voilà, son excellent président Talon va véritablement renverser la tendance. Il est en train de le faire depuis 2016. Alors, monsieur Arsène, il y a quand même des efforts qui sont fournis au sein de la GDZ. Selon vous, est-ce que ça peut quand même nous amener d'ici quelques années à remonter sur la pente? Oui, c'est un pan du problème. Comme on le dit, les outils, les machines qui permettent de produire doivent être fabriquées
par notre pays pour qu'on soit véritablement dans le processus. Oui. Mais au même moment, il y a aussi l'urgence de produire. Il y a l'urgence de produire. Oui. Donc, du coup, il faut pouvoir prendre la question de l'industrialisation de façon holistique, c'est-à-dire embrasser tous les aspects et évoluer avec. Alors, ce qui se fait à la GDIZ est extraordinaire. Par contre, moi je dis juste attention, il faut prendre certains garde-fous, parce que moi je pense que lorsqu'on est en train d'installer quelque chose comme Glodibé, qui sont de grandes usines, qui vont produire des biens aux standards et normes internationaux, toutes ces entreprises sont au Bénin, sont dans un environnement, auront besoin des supports, c'est-à-dire du petit mécanicien, du petit vulcanisateur, du petit électricien, ils auront besoin de ça. Et vous pensez que si le camion d'une usine qui fabrique aux normes internationales à Glodibé, son camion tombe en panne sur la route, il va porter le camion pour l'amener dans Glodibé pour le réparer? Non. Il aura besoin de mécaniciens qui savent faire rapidement. Donc il faut développer le support, tous ces métiers de mécanicien, de vulcanisateur, de plombier et tout ça. Il faut aussi, au même titre qu'on est en train de faire monter, de mettre des grosses industries à Glodibé, il faut tout faire pour développer aussi ces métiers-là, pour que les gens soient capables de répondre. Est-ce que cela passe par la création des centres de formation? Exactement, des centres de formation technique, très pratiques. Et comme on a dit, qui fabriquent des choses simples. Parce que même ces industries-là, d'ici peu, peuvent ne pas être compétitives. Parce que si elle a besoin il a parlé d'un réservoir, si elle a besoin d'un réservoir qu'il faut qu'elle importe, ça veut dire que par rapport à son concurrent qui se trouve en Inde où elle risque de ne plus être concurrente. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que la compétitivité des industries qu'on est en train d'installer à Glodibé repose beaucoup plus sur les allégements fiscaux. Mais comment changer la mentalité de ces jeunes-là qui veulent être quand même en costume comme vous, cravatés? Parce que tout ce que vous venez de citer, on ne peut pas être bien habillé et le faire. C'est bien. Vous savez, comment changer leur mentalité? Je suis un exemple palpable. C'est là où c'est un exemple palpable. Ah bon? Tous ces jeunes qui vont me voir aujourd'hui en train de parler, ils me voient toujours depuis un bon moment, ils ont vu mon parcours. Ah bon? J'ai porté des chaussures de sécurité, j'ai réparé pendant près de 15 ans. Aujourd'hui, je suis très intéressé par la problématique du financement de l'industrie. Et je travaille dans ce secteur-là aujourd'hui, pour une société d'État. Mais j'ai travaillé dans les usines de ciment. Mon dernier poste dans une usine de ciment était le chef de production de l'usine Nocibé. Je montais, c'est-à-dire je partais diagnostiquer des pannes sur des moteurs. Vous comprenez? Mais le destin a voulu un jour que je trouve un poste à l'international en tant que chef de projet industriel et que 2 ans plus tard, que je revienne au Bénin pour travailler pour mon pays, pour pouvoir développer Glodibé, par exemple, et d'autres industries. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pour cela... Donc c'est un processus. C'est un processus. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on travaille en bas. C'est ce qu'il faut dire. Il faut qu'on travaille en bas. Les métiers, il faut upgrader. Il faut monter en compétences. D'accord. Ce que les gens appellent aujourd'hui, et ça me fait rire souvent, les petits métiers. C'est une aberration. D'accord. Monsieur Barnabé, vous êtes d'avis? Oui, 100% même. Quand il parle de monter le niveau, c'est quoi? Le problème vient véritablement, c'est-à-dire de nos parents. Quand il dit en bas là, nos parents. Aujourd'hui, il y a des parents qui continuent de dire mon enfant doit forcément devenir, je ne sais pas, docteur ou je ne sais pas, banquier et autres. Et tous les jours que Dieu fait, nous avons encore toutes ces filières qui sont ouvertes dans nos universités. Le problème, ce n'est pas fermer les filières en question. Mais en tant que papa aujourd'hui, je dois prendre la bonne décision. Personne ne doit aujourd'hui me dire que le chômage existe. Et ce n'est pas parce que le chômage existe. Il y a aujourd'hui des métiers. En fait, ils nous ont trompés, en fait. Et ce problème vient de plusieurs siècles, de plusieurs décennies. Quand on parle de formation, on nous a dit un vulgarisateur, c'est un pauvre. Même quand on prend le volet agriculture, nous, on a dit, vous et moi, on a
considéré nos parents comme des gens pauvres, non? Bah oui. Et on a donné le nom de quoi? Glessi, agriculteur. Oui. Or, ailleurs... C'est avec ça, ils nous ont En quand fait, même... il y a la dénomination, il y a le nom qu'on donne déjà au métier qui font que les gens ne vont pas aller dans ces... Comment moi je vais faire maître, comment moi j'ai bac, j'ai licence et je vais devenir mécanicien. Ça n'a pas de sens. Hein? Moi je vais... Non, ce n'est pas possible. On doit changer ce genre de discours. Oui. Et c'est ce que nous avons vu par exemple à l'écran. Comment un enfant qui n'a même pas bac, il sait comment fabrique, c'est-à-dire réservoir. Il gagne bien sa vie. Il sait comment fabrique piston, comment fabrique vibriquin, ainsi de suite. Mais je prends quelqu'un qui a fait cycle ingénieur et pas, il connaît même pas, il connaît rien avec dans ce un sens. Master. Il connaît pas, je vous dis. L'autre exemple illustration, votre professeur de physique, quand il aura un problème d'électricité, c'est un court-circuit à la maison, il ne peut pas résoudre. Si ce n'est pas changer l'ampoule, il ne peut pas le faire. Il va appeler jeune bricoleur. Oh, lui, il est professeur certifié en physique à l'école. Et il enseigne la matière. Il enseigne, voilà, la matière. C'est de ça les questions. Or, ce professeur de physique en question devrait lui-même, en dehors de la partie théorique qu'il est parti faire, il doit chercher le volet pratique. Qui est quoi? Comment il y a, quand il y a court-circuit là, comment je vais faire? Lui, il connaît comment faire montage en série, montage en dérivation. Mais quand montage dans sa chambre, pratique, a problème, il ne connaît pas comment faire. C'est de ça les questions. Et ce problème ne viendra pas forcément de nos gouvernants. Non, c'est un problème collectif à résoudre. D'abord le discours, d'abord le mental, c'est plusieurs éléments, c'est plusieurs paramètres. Il ne faut pas laisser en fait tout dire, c'est le gouvernement. C'est ce que moi, surtout nous, c'est ce que nous disons depuis plusieurs années à tous les gens qui participent à nos conférences. Ce n'est pas le gouvernement qui est le premier responsable. Ce n'est pas les entreprises le premier responsable. Et l'autre volet, on va dire, les entreprises demandent 5 ans d'expérience. Vous allez créer une entreprise et me recruter, moi, Banabé, parce que je suis un beau garçon? Non, parce que forcément, j'ai, c'est-à-dire une plus-value, une valeur ajoutée, une compétence, c'est-à-dire monnayable, vendable aux yeux de votre entreprise. Qui m'intéresse, bien sûr. Je vais vous donner juste une illustration. Et ça, c'est une entreprise. On ira très vite. Très rapidement. Il y a 3 messieurs, ils travaillent dans la même entreprise. Oui. Le premier gagne 1 000 euros, le deuxième gagne 2 000 euros et le troisième gagne 4 000 euros. Un jour, papa dit, comment se fait-il que vous avez tous Master 2 et votre employeur, parce que les 3 travaillent dans la même entreprise et vous n'avez pas les mêmes salaires. Il va voir le PDG. Pour comprendre. Pour comprendre. Le PDG dit, OK, asseyez-vous. Il appelle le premier qui gagne $1 000. Oui. Il dit, il y a une marchandise qui est venue au port. Oui. Il a fini le test. Le premier est parti, il revient, il vient avec une feuille. Oui, j'ai vérifié la marchandise, c'est bon. Il appelle le deuxième, il y a une marchandise qui est venue au port. Lui, il vient avec une fiche détaillée du contenu de la marchandise. Troisième, il y a une marchandise qui est venue au port. Lui, il vient. Il a fait des heures d'abord, il revient. Et il dit, OK, dans la marchandise qui est venue, voilà le nom des produits qu'il y en a, voilà les caractéristiques. Parce que je connais déjà nos clients potentiels, j'ai effectué des ventes. Il y a des clients qui ont dit, je vais payer dans 2 jours, dans 1 semaine. Voilà le nombre de stocks que nous avons. Papa a dit, j'ai compris. Ça veut dire quoi? Lui, il est plus utile à l'entreprise. Oui. Individuellement, nous devons chercher à être plus utiles à la nation, à nous-mêmes et à la nation. Et ça, ce n'est pas forcément le parcours universitaire. Apporter un plus. D'accord. C'est comme ce que l'ancien président Omar Bongo a dit. La recherche de haut diplôme ne doit pas être la finalité. La vraie finalité, c'est d'avoir une formation adéquate afin d'être utile pour le vrai développement de sa nation. Je veux avoir master, ce n'est pas ça le problème. Je veux avoir doctorat, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que tu seras utile à la fin de la formation? D'accord. Merci bien. Monsieur Arsène, est-ce que selon vous, le Bénin dispose des moyens pour véritablement s'industrialiser? Le Bénin dispose d'énormes moyens. Vous savez, avoir de la matière première, les transformer. Pour les transformer, il vous faut beaucoup de choses, de la méthode, de la technologie, de la compétence, etc. Ensuite, les transporter et les commercialiser. Mais comment nous avons des matières premières. Nous avons des matières premières. Nous avons un savoir-faire ancestral, nous avons un savoir-faire depuis la nuit des temps. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi espérer le financement de l'extérieur? Aujourd'hui, bien sûr, les mécanismes de financement existent. Ce n'est pas un problème. Les mécanismes de financement existent. Vous pensez qu'aujourd'hui, les métiers comme les forgerons, on les retrouve encore où? On les retrouve où? La transformation de la matière métallique, on les retrouve où? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Pour faire des outils basiques, il faut transformer de la matière dure, la matière
en lui donner de la forme, lui donner. Ces métiers-là, aujourd'hui, ont été banalisés. Ont été, alors que nos parents avaient un savoir-faire extraordinaire. Vous comprenez un peu? Donc, on va pas se dire que non, on peut le faire. On peut le faire. Il faut prendre les choses de haut, mais aussi de bas. Claude Dubé, pour moi, c'est une vision de haut. La grande industrie, l'organisation de l'industrie, le financement de l'industrie, l'acquisition de machines, c'est vu de haut. D'accord. Vous comprenez un peu? D'accord. Une fois qu'on a pensé ça comme ça, il faut prendre aussi la chose par le bas. Alors, M. Arsène, déjà votre mot de fin? Barnabé, non, rapidement, je vais vous dire, mais tous les jours nous attendons, la Banque mondiale a donné 10 milliards au Bénin, ou bien tous les jours nous attendons les milliards à la télévision. Oui. Ou bien, c'est déjà votre mot de fin. Oui, ok, peut-être mot de fin déjà. Oui. Ça voudra dire quoi? Il y a l'argent disponible. Je peux vous assurer qu'il y a l'argent disponible. C'est les décisions qu'il faut prendre qui constituent véritablement le vrai problème que nous avons ici. Vous avez reçu de cela quelques mois l'actuel DG de ANP, je pense, M. Hubert Menguedi. Il disait lors de l'émission, je pense, du dimanche, il dit il y a une spécialité de la soudure. Il y a une spécialité de la soudure. Il n'existe aucune personne aujourd'hui dans ce pays bénin de plus de 12 millions qui est parti se faire former dans cette spécialité. Vous croyez qu'on peut aller à l'industrialisation? Ça veut dire quoi? Vrai problème, c'est former les gens capables de véritablement produire les outils. Les outils. Et les outils, personne ne viendra nous donner. Merci beaucoup. Merci Monsieur beaucoup. Arsène, votre mot de fin? Oui, je vous remercie d'avoir initié une discussion dans ce secteur, toucher quelque chose qui est très important parce que la transformation structurelle de nos économies s'impose si on veut se développer. Donc, ce qui est en train d'être fait à Glode Dubé aujourd'hui est un aspect qui est très important, qu'il faudra compléter par vraiment ce que j'appelle l'industrialisation par le bas. Il faut véritablement commencer dans ce pays, dans tous les centres de formation, par fabriquer des outils basiques. Il faut monter en compétence les métiers qui sont dits petits métiers. Vous comprenez? C'est vraiment le chantier pour moi que j'attends, sur lequel j'attends le gouvernement. Oui, c'est sur ce chantier. Merci. Alors, chers téléspectateurs et auditeurs d'Eden TV et Diaspora FM, c'est déjà la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Monsieur Barnabé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur Arsène, merci aussi. C'est un plaisir. Allez, bonne fête d'indépendance à vous toutes et à vous tous et bonne suite des programmes sur Eden TV Diaspora FM.